Au Japon, il existe une île où les bleus du Pacifique se déclinent à l'infini, où des silhouettes azur se confondent au ciel céruléen. Ce monde en bleu est celui de l'île de Shikoku, le berceau de l'indigo japonais. C'est sur cette île que je suis né et que j'ai grandi. Il y a le bleu de la mer, le bleu du ciel, et puis en fonction de l'heure de la journée, ces bleus évoluent. Et ce bleu est le symbole des paysages de ma terre natale et de notre société. Car ici, la teinture indigo est la culture traditionnelle de la région. J'ai créé un atelier de teinture d'indigo sans colorant, dans un endroit où on pouvait voir la mer et le ciel. J'ai le sentiment de pouvoir obtenir des couleurs naturelles, similaires à ce paysage magnifique et inchangé depuis des siècles. Dans l'ouest du Japon, Shikoku, la plus petite des 4 îles principales du pays, balayée par de fréquents typhons, aurait pu connaître un sombre destin. Mais comme par miracle, ce climat a favorisé l'épanouissement de l'indigotier. Depuis 10 siècles, l'aizome, le nom japonais de la teinture indigo, a façonné les rituels religieux, assuré la survie de l'archipel et même fait de l'île Bleue l'une des régions les plus prospères du Japon. Ces terres portent au nu la couleur reine du pays, présente sur les armures des samouraïs pour les qualités antiseptiques de la teinture, sur les kimonos de prestige des shoguns, ou dans les estampes des grands artistes de la monochromie. Un savoir-faire unique qui n'est plus aujourd'hui qu'entre les mains de quelques maîtres. L'arrivée de cette semence est un mystère. Elle aurait été introduite sur l'île par la route de la soie en provenance du continent asiatique entre le 8e et le 10e siècle. La plante a trouvé ici un terreau fertile grâce à la rivière Yoshino, riche en alluvions, colonne vertébrale de l'île. Vous pouvez creuser où vous voulez. Vous retomberez toujours sur l'eau de la rivière Yoshino. Tout le monde travaillait dans ce secteur dans la région. Toutes les familles du coin. Les feuilles de l'indigotier permettent la fabrication d'un pigment bleu intense et profond qui fascine les cours d'Europe au sortir du Moyen-Âge. Au Japon, les seigneurs qui souhaitent teindre leur kimono de cette couleur vénérée favorisent sa production. Il serait alors 2000 producteurs d'indigo sur l'île de Shikoku. Parmi eux, les ancêtres de Akihito Sato. À 82 ans, il est l'un des 5 maîtres du pays maîtrisant la fabrication. L'indigo, c'est mon compagnon à vie. On est ensemble jusqu'à la mort maintenant. L'indigo, au Japon, provient d'une plante, alors que dans les autres pays, il vient des arbres. Au Japon, à Tokushima en tout cas, tout part des feuilles des plantes. C'est moi qui ai les techniques et le savoir-faire le plus précis pour cultiver et transformer l'indigo. Derrière les murs de la ferme d'Akihito Sato, les mêmes gestes se répètent depuis des siècles pour créer le tsukumo, une poudre de teinture issue d'un processus unique. Les feuilles d'indigo sont broyées et aspergées d'eau avant d'être enfermées et de fermenter à température constante pendant 4 mois. Ce matin, j'ai commencé à 5 heures. Il fallait que je sache s'il y avait suffisamment d'eau et à quelle hauteur elle était. Alors j'ai mis la main jusqu'ici pour la sentir. Chaque jour, on honore les kami, les divinités de l'indigo. Mes ancêtres le faisaient et je continue à le faire.
typhons, pluies diluviennes, les habitants de Shikoku ont appris à honorer les humeurs orageuses des forces suprêmes de la nature et à s'en faire des alliés. Dans le district de Kaifu, au sud de Shikoku, les chutes de Todoroki rassemblent 99 cascades presque inconnues du reste du monde. Pour y accéder, il faut s'enfoncer dans une forêt dense. Les habitants y honorent Mizu Hanome, Kunisatsushi et Oyamatsumi, 3 divinités shintoïstes reliées aux forces créatrices de l'eau. Cette eau sert de lien en quelque sorte entre la mer et les montagnes de la région. Et ici, vous êtes à la source. Les gens du coin sont tous persuadés qu'une déité fluviale y habite. Et cette chute peut aussi être vue comme l'incarnation de cette divinité. Pour la teinture bleu indigo, l'eau est primordiale. Il en faut d'abord pour produire le liquide de teinture, et puis aussi pour laver durant le processus. Dès que je le peux, je viens en puiser pour l'utiliser pour mes teintures. L'importance de l'indigo pour la survie économique de l'île est telle que dès le XVIe siècle, les Iliens font construire un temple. Tous dépendent de près ou de loin de la plante prodigue. Pour exprimer la gratitude des gens du coin, qu'ils soient agriculteurs ou bûcherons, l'endroit a été bâti près de cette eau, sans laquelle ils ne pouvaient pas exercer leur activité. Car pour diffuser le bleu indigo issu de l'île, il fallait des bateaux. Et pour les construire, il fallait des charpentiers, qui avaient de leur côté besoin de bois, donc des bûcherons. À partir du XVIIe siècle et l'avènement de la période Edo, le Japon ferme ses portes et se met en retrait du monde pour 2 siècles et demi. Alors que le pays se recentre sur ses savoir-faire, la demande en indigo, couleur de la tradition, augmente. La rivière Yoshino est envahie de navires typiques appelés Kitamae-bune, qui transportent l'indigo vers Osaka, puis de l'autre côté de l'archipel. L'ancien petit port fluvial, à l'ouest de la préfecture de Tokushima, centralise alors les marchandises. À l'époque Edo, Ashisuka, le seigneur de l'île, a recommandé aux sujets locaux de confectionner de l'indigo dans toutes les régions bordant les 2 rives de la rivière Yoshino. Parce que l'indigo, se vendant le double du prix du riz, permettait de gagner beaucoup d'argent. Et dans les faits, les gens n'avaient plus le droit de cultiver autre chose. Émerge une nouvelle aristocratie, celle des marchands d'indigo. Derrière le port, ils construisent un hameau, une rue longue de 430 mètres, où s'alignent les échoppes de cet or bleu. Vous aviez donc des gens de tous horizons qui venaient pour commercer, et la ville s'est développée dans la prospérité. Si à l'époque Edo, le bleu indigo a autant été diffusé, c'est grâce aux lois somptuaires qui intimaient au peuple la sobriété. On rapiéçait et raccommodait ainsi les tissus déchirés et on les teignait de nouveau en bleu pour les conserver en l'état. Cela permettait de les garder longtemps, mais aussi de profiter de cet effet antiseptique et de se préserver des odeurs. Les autres couleurs n'étaient pas permises. Tout était bleu indigo. À l'austérité imposée au peuple s'oppose l'opulence des marchands qui affichent leur réussite dans leur demeure. Ils ajoutent à la maison traditionnelle des ornements réservés habituellement au château des seigneurs. Tuiles, murs blanchis à la chaux et surtout des udatsu, une extension sous l'avant-toit servant de pare-feu pour ces maisons en bois. C'était le symbole des riches. Cela permettait de montrer qu'on avait de l'argent. C'était une fierté. Dans cette rue, vous aviez 3 gros commerces d'indigo. Et vous pouvez peut-être vous demander comment ils ont fait pour ne pas se gêner mutuellement. C'est parce qu'ils avaient divisé le Japon en plusieurs parties et qu'ils faisaient attention à ne pas empiéter sur le domaine de l'autre.
Au XVIIIe siècle, l'explosion à Osaka de l'industrie des textiles de coton, exclusivement teints en indigo, marque l'apogée de ce commerce et bénéficie en particulier à l'un de ses marchands. Sa résidence affiche un luxe inhabituel. 25 pièces, 3 cours dotés d'entrepôts et 50 domestiques au service de la famille. C'est Naobe Sagawa qui a commencé le commerce du bleu indigo et c'était le marchand le plus aisé de la région. Lors des grandes crises de famine, il a même fait de nombreux dons au seigneur Ashisuka, au point que, et ce n'était pas quelque chose de courant à l'époque Edo, le seigneur l'a anobli en lui donnant un nom de famille, Yoshida. Par ailleurs, si on regarde l'intérieur de la maison, ce qui est remarquable, c'est le nombre de tokonoma, les tatamis surélevés, les fusuma, les portes coulissantes qui viennent délimiter les pièces, et puis les shoji, les parois de papier washi, le papier japonais. Cette économie bouleverse le système hiérarchique très marqué à l'époque Edo, qui classe les paysans cultivant la terre au-dessus des marchands, qui ne font que manipuler de l'argent. Dans les faits, les producteurs qui travaillaient directement la terre étaient réellement pauvres, alors que ceux qui faisaient des affaires avec leur production s'enrichissaient sur leur dos. Cette grande période de prospérité connaît pourtant son chant du cygne lorsqu'en 1878, le chimiste allemand Adolf von Baeyer crée l'indigo de synthèse, facile à produire et à bas prix. L'indigo naturel disparaît peu à peu. Aujourd'hui, quelques jeunes entrepreneurs incarnent son renouveau sur l'île. Le bleu, presque noir, pénètre les ongles de Ransu Yano. Cet alchimiste transforme la poudre d'indigo du producteur Akihito Sato en une teinture d'une profondeur incomparable. La matière première à partir de laquelle nous fabriquons nos colorants, ce sont des plantes qu'il est impossible de reproduire en usine. C'est dans cette jarre que l'on met le sukumo, des cendres, de la chaux, du saké et du son, avant de faire fermenter le tout. C'est comme si nous nous occupions d'un être vivant. Il faut le veiller tous les jours. Il n'y a pas de pause ou d'arrêt. On scrute la couleur et la façon dont la mousse apparaît pour en déduire où on en est. Un peu comme le ferait un médecin lors d'un examen. Aujourd'hui, le teinturier d'excellence est le garant du bleu Kashihiro, un bleu marine sombre spécifique à l'indigo de l'île. Il colore les kimonos les plus précieux. On utilise les méthodes traditionnelles afin de produire des couleurs d'une grande sincérité. J'ai la responsabilité de faire quelque chose de cet héritage. À la fin, il faut pouvoir passer le flambeau à la prochaine génération.